Gilles. Bonjour. J'aimerais te poser quelques questions au sujet de la thérapie. À l'heure actuelle, le monde de la thérapie, surtout celle dite énergétique, est en plein essor. Et on peut se demander si elles sont toutes au même niveau dans le traitement de la maladie et quelles sont leurs limites. Alors ça, c'est une très grosse question, c'est une vague question, je dirais même, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la thérapie énergétique en tout cas, couvre un spectre tellement large que ça veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce qu'une thérapie énergétique? Elle est dédiée à quoi? Pour faire quoi? Il semblerait que certaines thérapies fassent tout, en fin de compte. Mais moi je pense, alors je vais juste donner mon avis, c'est pas l'avis général peut-être, ou l'avis d'autres personnes, mais je mets pas toutes les thérapies au même niveau, ça c'est évident. Déjà parce qu'il y a des thérapies qui sont plus légères que d'autres en termes d'efficacité, plus légères que d'autres en termes de formation aussi. Aujourd'hui on peut se former avec 1, 2, 3 week-ends, 4 week-ends maximum, et tout de suite on peut atteindre des niveaux d'excellence, on va dire de maîtrise, ce qui fixe déjà le niveau au sommet de la pyramide de certaines thérapies, maximum 3 week-ends ou 4 quoi. Donc c'est un petit peu difficile de dire qu'elle puisse vraiment être extrêmement porteuse pour l'être humain en général, même si elles répondent à certains critères de rééquilibrage énergétique de base, etc. quoi, effectivement. Et puis il y a d'autres thérapies qui ont fait leurs preuves, comme la médecine traditionnelle chinoise. C'est sûr, je la pratique effectivement, mais quand même c'est une médecine traditionnelle qui est extrêmement puissante et qui couvre un spectre de pathologies énorme, que ce soit dans le milieu du cabinet privé ou dans le cadre d'un hôpital. Donc ça, effectivement, je ne peux pas le mettre du tout au même niveau que les thérapies énergétiques basiques ou dites plus ou moins quantiques, etc. D'accord, alors comment expliquer qu'il y ait autant de floraison de praticiens à l'heure actuelle? Floraison de praticiens, parce que je pense que beaucoup de personnes sont aujourd'hui extrêmement sensibles, ça s'est avéré depuis une vingtaine d'années. Je vois des changements par rapport à ça qui sont énormes. On est beaucoup plus au fait de certaines choses dans les domaines de l'invisible. Je classe tout sous une certaine forme de sensibilité. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que moi je peux constater, c'est que beaucoup de personnes entament une reconversion. Et comme il y a de plus en plus de monde en fait, qui se reconvertit aux thérapies, pour des raisons qui sont parfois louables, et puis parfois simplement parce qu'elles s'embêtent dans leur ancien travail, tu vas retrouver des gens qui, à 40, 50 ans, d'un coup switch dans le monde thérapeutique, certainement de bonne foi, mais souvent parce que les formations sont extrêmement courtes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quand tu as 40, 50 ans, que tu te convertisses, ok, mais est-ce que tu as vraiment envie de faire des études médicales, paramédicales ou énergétiques qui tiennent la route? Tu as vraiment envie de faire table rase sur ton passé d'un coup d'un seul, prendre une thérapie dans laquelle tu as besoin que 3-4 week-ends pour te former, pour mettre ta plaque tout de suite et redorer ton blason social? Ça, c'est la grande question qu'on peut se poser, effectivement. Donc tu vas trouver un grand nombre de thérapeutes qui sont formés extrêmement rapidement, qui n'y connaissaient rien la veille et qui d'un coup d'un seul se retrouvent praticiens. Donc ça inonde complètement le marché du praticien. Donc ça donne un peu le niveau moyen de ce qui se pratique, même si c'est pas évidemment à généraliser, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement bons là-dedans, même des gens qui se reconvertissent, c'est pas le problème. Du coup, comment on peut se tourner vers un praticien qui est légitime dans sa pratique et savoir où on va? Par rapport à quoi? L'efficacité, par exemple? Par rapport à l'efficacité, par exemple. On peut attendre de quelqu'un? Je pense que c'est pas possible déjà. Parce que pour moi, toutes les pratiques sont légitimes, elles ont juste un niveau sur lequel elles doivent rester et peut-être pas non plus emmener le grand public à faire croire ou faire semblant qu'elles peuvent réaliser des choses incroyables, alors que c'est pas le cas. Même si effectivement, dans certaines pratiques, même basiques, on peut avoir des super bons résultats ou de très très bons résultats. Effectivement, mais la légitimité, je pense que elle ne peut pas réellement se poser, en tout cas moi je ne peux pas y répondre évidemment. Et je pense que c'est aux personnes, au public lui-même
de concevoir l'efficacité par lui-même de ce qui se pratique par rapport à la bonne réputation de quelqu'un ou la bonne réputation d'une pratique. Je pense que ça peut que se faire comme ça. Et n'y a-t-il pas une notion d'expérience à prendre en compte, du coup? Oui, pour faire le choix d'un praticien, c'est ça? Pour faire le choix d'un praticien, oui. Évidemment, ça, c'est sûr que la première des choses à regarder, c'est qui est qui, d'où est-ce qu'il sort, est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment étudié quelque chose ou pas, et depuis combien de temps il pratique, quels sont ses résultats, est-ce qu'il est connu? On peut se fier à l'expérience de la personne, évidemment. Plutôt qu'au petit papier qui dit que tu es super fort, balèze, maître, etc. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a des mots qui sont souvent utilisés, comme le mot énergie, mais on ne sait pas trop ce que ça englobe. Le mot émotionnel, c'est pareil, on ne sait pas trop ce que ça englobe, et du coup, on ne sait pas vraiment quels sont les types de thérapies qui vont avoir une réelle action proprement énergétique, ou sur des parts plus émotionnelles d'une personne. Ça, c'est très difficile de répondre à ça parce que l'énergétique, où est-ce qu'on la place? Est-ce qu'on cherche à avoir une action sur de l'énergétique physiologique, sur une pathologie physiologique comme une hépatite, une gastrite, une pneumopathie, etc. Ou est-ce qu'on cherche à avoir une action, quelque chose d'un peu plus impalpable, un peu plus invisible, au niveau d'une mémoire cellulaire, parce qu'on parle beaucoup de mémoire cellulaire, donc ça c'est encore autre chose. Est-ce qu'on parle d'énergétique sur des plans encore plus élevés, causaux, etc., qui seraient à l'origine d'une pathologie? Donc ça c'est encore un autre niveau. Et il y a effectivement le mot émotionnel qui vient se greffer à chaque étage. Donc on a des pathologies physiologiques à cause de certaines émotions, on a des pathologies qui ont perturbé notre système comportemental et énergétique encore à cause de certaines émotions qui en sont la cause. On a des sortes de, je vais dire pseudo, parce que je ne suis pas d'accord avec tout dans ce domaine-là, des pseudo-karmas qui sont encore dus à des causes émotionnelles ou énergétiques ou d'autres mémoires, etc. Et je pense que là-dedans, en fait, il faut faire un tri énorme parce que c'est beaucoup, ça se mélange beaucoup avec des systèmes de croyances qui sont en place depuis des lustres sur la planète et qui transfusent dans ces disciplines énergétiques parce que déjà ces notions plus ou moins de mémoire, de karma, donc de lien de cause à effet, sont très asiatiques, c'est pas du tout occidental à la base. Donc c'est venu se mélanger avec des concepts médico-énergétiques, et ça fait parfois très 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 mauvais ménage. À ce sujet, moi je pourrais dire qu'il est quand même très très important et clair, en tout cas pour moi, de considérer qu'il y a des thérapies qui sont dites brèves et qui vont bien fonctionner, mais tout simplement, et encore une fois de plus que pour moi, parce que la charge émotionnelle était très légère et très mobile. Même si elle engageait un symptôme très très difficile pour la personne, somme toute pour moi, si on arrive à la bouger en 2-3 séances, c'est parce que c'était pas si ancré que ça. Ensuite, chez d'autres personnes, les charges ou les problématiques sont plus enquistées dans un noyau dans l'histoire de la personne, à des niveaux plus profonds, et qui impliquent d'autres noyaux, d'autres systèmes. Et là, c'est pas une thérapie brève qui va déjouer ça en 2-3 séances, c'est pas possible. Ce sont des parcours un peu plus à long terme. Ensuite, en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler des mémoires généalogiques ou pseudo-karmiques, je mets le mot pseudo, mais c'est pas du tout pour dénigrer, c'est plutôt pour mettre un cadre et faire très très attention à ne pas tout non plus mettre sur le compte d'un karma ou d'une généalogie, même si pour moi ça peut être très réel. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de raccourcis, surtout dans les thérapies brèves, où pour se planquer derrière beaucoup d'inaptitude, d'incapacité du thérapeute aussi, on va vite se planquer derrière, mais tu as tel problème parce que c'est un karma, point barre. Donc comme ça, le thérapeute passe pour un super illusionniste qui semble lui savoir, qui donc a une information que lui seul sait,
et que le pauvre patient ignore, et il est encore plus, je dirais, il est encore plus emmerdé après qu'avant, parce que déjà au départ pour lui, ce problème était difficile à gérer. Si en plus on lui cogne qui vient d'ailleurs, d'un monde complètement invisible, qu'il ne maîtrise pas du tout, mais que le thérapeute qui a fait 3-4 séances, 3-4 stages, lui maîtrise, t'imagines bien que ça met encore plus d'instabilité psychologique dans le patient, surtout si on ne trouve pas de solution. Parce que c'est très facile de se planquer derrière des karmas et dire voilà, tu subis ça à cause de ça, terminé, ou je te règle le karma là-bas. Tout n'est pas à mettre sur le même plan. Ça, je pense que c'est l'erreur fondamentale. Et dans le monde de la thérapie, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup d'incompétences avérées, hein, mais pas parce que les gens sont pas sincères ou quoi, mais parce qu'ils prennent des raccourcis immédiats, ils t'emmènent plus dans un système de croyance parce qu'il faut qu'ils te trouvent une solution, hein, et qu'ils prennent des honoraires à la fin, plutôt que réellement rationaliser ton problème, le laisser sur les différents plans qu'on a un peu évoqués au départ, même le laisser sur un plan strictement physique, dont certaines personnes sont expertes et vont s'en occuper, mieux qu'un énergéticien du coup. Hein. Donc je pense que chaque chose a sa place, et peut-être il faut un petit peu arrêter de brasser toutes ces notions à tort et à travers de karma, de super mémoire, de bouger des énergies sur une pathologie, et que tout viendrait de là, et si tu arrives vraiment à résoudre ça, tu résous tout dans la matière. Pour moi c'est totalement faux, hein. Il suffit de prendre un exemple simple, j'en ai des tonnes, je sais pas, je peux prendre une carie dentaire par exemple. Va t'amuser à avoir un voyant, un magnétiseur ou quoi que ce soit pour ta carie, je peux t'assurer qu'il vaut mieux que tu ailles chez le dentiste, hein. Ça c'est clair et net, parce qu'une fois que c'est enquisté dans la matière, si t'as pas quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans un certain domaine, c'est pas en énergétique parce que tu trouves une cause causale que tu vas y arriver. Et dans les thérapies dites plus subtiles, quelle est la place à mettre par rapport à l'ego? Est-ce qu'il faut le mettre en valeur? Est-ce qu'il faut... Ça, c'est vraiment quelque chose de difficile pour beaucoup de gens, parce que souvent on dit on lâche l'ego. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu veux dire la place de cette lutte, soit contre l'ego, parce qu'on est impur par exemple, et puis qu'il faudrait être pur, et donc on se bat contre notre ego pour être des êtres purs, évoluer, transcender, et puis jamais avoir de problème. Bon, je pense que c'est une notion, pour moi, hein, c'est très enfantin en fin de compte. Ça relève d'anciens dogmes où il y avait certainement besoin de sociabiliser la population, et puis je pense qu'il y a eu des grandes confusions entre des personnes qui prennent un chemin monastique, donc qui réfutent l'être humain, qui réfutent comment on fonctionne en fait. Je pense qu'il y a eu des sales histoires par rapport aux autres êtres humains, effectivement, hein. Ce qui peut conditionner une personne à aller plutôt vers une voie monastique. Cette voie monastique, religieuse, contaminant la population et la structurant de manière psychologique, se perfuse, à l'inverse, dans le système laïque, quoi, et devient un repère invisible, énergétique, de fait, en fin de compte. Donc je pense qu'il y a effectivement un très très gros problème, parce que se battre contre son propre ego, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça n'a rien arrangé dans le monde, de toute façon. C'est vraiment une voie monastique qui n'est pas du tout destinée aux voies laïques. On a besoin de vivre, on a besoin d'avoir une famille, une sexualité, un travail, on a besoin de se lever le matin, d'avoir une motivation. On n'a pas besoin, à contrario, de rien foutre, de complètement tout lâcher, et que tout va nous être donné par le divin. On n'est pas du tout dans une société qui fonctionne comme ça. Donc l'ego, toujours pour moi, c'est plutôt une construction, un système de sécurité qui n'est pas forcément toujours très bien construit, certes, mais qu'on ne touche pas comme ça juste parce qu'on a envie de se transformer, parce que notre vie ne va pas bien. Si notre vie ne va pas bien, mais il faut la mettre à plat, et je pense que chaque personne sait exactement dans son histoire où ça pêche, et où elle pêche elle-même, ou elle merde, hein. Et je pense que la plupart du temps, c'est plutôt un déni
de reconnaître où est notre propre implication dans un problème et vouloir le poser sur quelque chose de plus invisible, l'ego, le sien, celui de l'autre, etc., plutôt que de voir comment on fonctionne réellement, quoi. Et effectivement, il y a un autre positionnement qui consiste à dire qu'on n'a absolument besoin de rien pour avancer, pour évoluer. Je pense que c'est pas totalement faux. En tout cas, on n'a pas besoin de se rajouter des couches de philosophie, surtout dysfonctionnelle, ou à deux balles, qui viennent encore plus appesantir la personne, lui poser encore plus de questions décalées, alors qu'en fin de compte, tout se trouve dans sa propre histoire, tout simplement. Et je pense que c'est pas complètement faux. Dès l'instant où, pour moi, on ramène le fait de ne pas avoir besoin de beaucoup de thérapie à notre propre identité. Je veux dire par là que se passer de beaucoup de choses et de s'accepter tel qu'on est, c'est plutôt une recherche d'identité et de calage sur notre propre système, plutôt que de la thérapie. Je pense qu'on ne résout pas grand-chose dans le domaine thérapeutique avec ça, mais qu'on résout beaucoup de choses au niveau psychologique en commençant à accepter qui on est déjà, qu'on est à la bonne place au bon endroit, et en commençant à accepter que on va devoir se débrouiller avec le matériel embarqué, c'est-à-dire nous-mêmes, et commencer justement à voir que si ça ne va pas dans notre vie, c'est aussi à cause de nous, tout simplement, et endosser un petit peu la responsabilité de notre propre histoire. Je dis pas forcément la faute ou la culpabilité, hein, évidemment, il ne s'agit pas de se torturer, mais qu'il y ait quand même un minimum de retour sur soi et de se dire ouais bon, je comprends si ça fonctionne pas là, j'ai pas non plus mis du mien, quoi, par exemple. Donc ça c'est la base. Il faut se méfier aussi de ce concept où on a besoin de rien, on s'en fout de tout et puis on est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens que je croise dans mes stages ou autres qui arborent ce super nouveau drapeau en disant ah moi j'ai pas besoin de rien, j'ai besoin de rien. C'est le cas-là qui se vient foutre dans mes stages, en gros. Et j'ai besoin de rien, je me suis trouvé. On rebascule de nouveau vers une forme de puérilité. Je pense que les gens n'ont pas bien compris ce concept de s'accepter et le déforment comme une espèce de bouclier qui veut dire, où c'est marqué je suis comme ça, je suis con et je t'emmerde, quoi. Et avant, si c'est pour arborer et mettre dans la gueule nos difficultés aux autres et dire aux autres tu me prends comme je suis, je t'emmerde, je vois pas trop l'intérêt de se positionner en disant que t'as besoin de rien, que tu t'acceptes comme t'es, tu vas vite comprendre que ça marche pas comme ça non plus. Donc en fait, quand on parle de s'accepter soi, c'est accepter plus son propre matériel génétique. On est né comme ça, on a cette histoire, elle s'est construite au fur et à mesure. Il va falloir faire avec ça. Et effectivement, on peut en parler en 2 minutes, là, mettre une petite définition rapide sur tous ces petits concepts, mais derrière, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il va falloir quand même se déconditionner beaucoup de choses. Dans ce déconditionnement, justement, bizarrement, on va trouver une démarche de dépollution des croyances et d'apaisement de notre propre système. Parce que je pense que s'il y a, un déconditionnement pour accepter plus qui on est, je dirais un déconditionnement social, un déconditionnement des injonctions parentales, un déconditionnement des coups qu'on a pris dans notre propre histoire. Okay, s'il y a ces déconditionnements-là, pour moi, il y a aussi automatiquement un apaisement, puisque ces histoires-là ne sont plus lourdes. Auquel cas, évidemment, ça devient très fonctionnel d'être dans cette espèce de synergie, de considérer qu'à un moment donné, accepter notre propre matériel, patrimoine d'histoire, on revient aussi à le dépolluer et à s'apaiser. Pour moi, le problème que toutes ces notions dont on vient de parler peuvent engendrer en plus, c'est qu'elles soient toutes ramenées n'importe comment, depuis plein de plans totalement différents, sans définition très précise. Un coup, on va tout résoudre avec je fais rien pour mon identité. Un autre coup, je vais tout résoudre avec je me connecte à une seule information énergétique qui va tout changer. Un coup, je me connecte à de l'énergétique manuelle, etc. Ou aux émotions, les tiennes dans ta propre histoire, ceux de tes ancêtres. C'est quand ça devient un magma colossal où chacune de ces thérapies veut supplanter les autres, que ça va plus du tout. Parce que je pense que chaque chose a sa place. Et quand il s'agit de travailler au niveau organique, au niveau de certaines mémoires,
c'est peut-être pas la peine non plus d'aller reconditionner, l'identité de la personne. C'est pas du tout au même niveau. Reconditionner l'identité de la personne va l'améliorer dans son apaisement, dans son identité propre, et peut-être pas non plus soigner une maladie. Et effectivement, c'est quand il y a un grand mélange qui part tous azimuts que le praticien se perd et que le patient se perd de la même manière et ne trouve plus du tout de chemin cohérent pour ni trouver sa propre identité et du coup ni trouver sa propre stabilité énergétique. Le praticien n'avait pas de repère en fait, il n'avait jamais eu. C'est ça. Il est en recherche perpétuelle. Ouais, il va chercher un petit peu tout ce qui est nouveau, ce qui est à lire, ce qui est sur internet très rapidement pour combler en fait, à mon avis, un déficit de pratique déjà à la base. Oui, bien sûr. Ouais. Donc aujourd'hui, quand tu sais pas trop, tu te colles clairvoyant. Bon. Ce qui est mon cas en fait, parce que j'ai des hyper-perceptions de naissance, mais enfin ça fait quand même 40 ans que je les exploite quoi. Et là d'un coup tu découvres des gens qui ont 40-50 ans, d'un coup qui sont clairvoyants, d'un coup. Bon, ok. Bon, ok, très bien, ça veut dire qu'ils ont une certaine sensibilité, c'est vrai, c'est probablement vrai, mais que relié à quoi? Qui est relié aussi une histoire déséquilibrée. Ça devient très très difficile parce que tout ce que tu vois n'est valable que pour toi déjà, et tu le passes au prisme de ta propre histoire. Alors imagine bien si tu n'as pas du tout l'habitude de passer les choses au prisme de ta propre histoire, en fonction d'une sensibilité d'un coup qui est plus grande. Bonjour les dégâts. Tu objectives une réalité qui ne fait que t'appartenir. C'est ça. Exactement. Et c'est là où le thérapeute, justement, projette la plupart du temps ses propres problèmes sur le patient. Et il attend du patient qu'il ait son propre comportement à lui. On le retrouve dans toutes les histoires. Le thérapeute aujourd'hui, c'est le grand Manitou, comme il voit, il te juge tout. Cette personne n'est pas bonne pour toi. Sans se demander, en fait, ce que son propre patient fait dans cette histoire, ou fabrique dans cette histoire. Il ne va pas le remettre en cause parce qu'il faut qu'il soit payé à la fin. Donc il ne va pas faire levier sur l'histoire propre de son patient, il va plutôt faire levier sur ce qu'il voit d'ennemi dans le giron du patient et qui le rend malade, le pauvre patient. Donc il est survictimisé, on va automatiquement lui trouver un ennemi, ce qui va rendre service à tout le monde, des boucs émissaires, on va faire très très grande mise en scène. Et finalement le thérapeute il a une part de responsabilité dans la possibilité de traiter une personne et aussi dans sa part d'échec. Et sa part d'échec ou de réussite ne dépend pas que du thérapeute évidemment, dépend de l'histoire du patient, de la difficulté de l'histoire du patient, de la trame de vie aussi de l'histoire du patient. Et puis il ne faut pas oublier que, entre ce que tu veux et ce qui va se produire, il peut y avoir deux univers totalement différents. Et ça, on dit souvent que... Ça fait intervenir la notion de destin aussi, non ? Ouais, ça fait intervenir la notion de destin. Il y en a qui ne sont absolument pas d'accord. Moi, je pense que... Mais ça, c'est encore une fois de plus moi. C'est pas genre, si tu fais ça, la personne va guérir. Si tu fais ça, elle va pas guérir. C'est pas, j'ai fait le bon choix et là, j'ai fait le mauvais choix. Dans ta vie, petit patient, il faut que tu prennes telle décision. Petit patient, il faut que tu prennes telle décision. Ça va pas se passer comme ça. Ou tiens, monsieur le patient, t'es malade parce que t'as fait tel choix. Ou t'es malade parce que t'as fait tel choix. Ça marche pas comme ça. Je pense déjà que les choix n'existent pas réellement puisqu'ils sont pris par défaut. Et ça, il faut bien le comprendre. Tu as une voie qui t'apporte rien, tu la sondes, tu dis voilà, c'est un petit peu pourri, je vais pas y aller, je vais prendre là. Tu vois bien que c'est par défaut. Et toute ta vie aujourd'hui, elle est conditionnée par des attitudes par défaut. C'est une suite d'événements qui t'emmènent par défaut à concevoir des choses. C'est pas comme si d'un coup, de manière transcendantale, tu avais toutes les possibilités, que tu pouvais t'assurer que le choix que tu as fait à long terme, ça sera définitivement le meilleur. Donc c'est une erreur. Ça veut dire que tous les choix que tu fais sont momentanément pris par défaut et vont forcément te conduire à une expérience. Même si tu penses que c'est le bon choix, etc., que tu as pris. Moi, je pense que tu as plutôt pris ce qui se présentait à toi, qui était le plus valable. En gros. Donc, tu vois, c'est pas vraiment un choix.
Genre, tu t'es pas dit, tiens, ça c'est complètement pourri, je préfère ça. Tu as une super situation, une situation très dégradée, non, je vais prendre la dégradée. Évidemment, tu vas pas prendre ça, hein, d'accord? Donc, la notion de choix, elle est très, très, très difficile parce que même si quelque part tu as une latitude, je dirais une latitude humaine de repérage, c'est pas tellement ton choix conscient qui va faire ton expérience facile ou difficile, c'est plutôt l'ensemble de ton processus humain, y compris ton inconscient, qui vont t'amener dans des cheminements qui peuvent être très difficiles pour toi, même si tu penses avoir pris le bon choix à un moment donné, etc. etc. Mais là, on revient sur la notion de qu'est-ce qu'on fait justement quand il y a ces difficultés-là. Alors il y a plein d'écoles. Hein. Il y a celles qui disent « Ah mais là ça va pas ma chérie, lâche prise, lâche l'affaire ». Ça c'est la solution de facilité. Et puis... le fameux lâcher prise. Ouais, qui sert pas à grand chose à part finir mal ou laisser la situation se dégrader plus. Puis il faut pas confondre redescendre en pression, qu'on pourrait appeler une sorte de lâcher prise sur les tensions, en fait, hein, on pourrait la nommer comme on veut, mais le but du jeu, c'est de prendre un peu de distance et descendre en pression. Et puis, être dans cette espèce d'optique un petit peu, pour moi, bébête et enfantine. Ah, si ça se fait pas, que ça ne doit pas se faire, ou si c'est trop dur, que c'est pas pour toi. Moi, je suis désolé, hein, on n'a rien sans effort. Si vous connaissez quelqu'un qui arrive à tout avoir comme ça, sans rien faire, sans bouger de son canapé, il faut m'appeler. Hein. Le matin, tu es obligé de te lever. Et les gens qui sont les plus entreprenants dans leur métier sont aussi ceux qui réussissent. Hein. C'est pas ceux qui foutent en rien, je suis désolé. Hein. Donc je sais pas où on peut aller chercher des choses pareilles. Mais c'est extrêmement véhiculé dans le monde thérapeutique. Ah, si c'est dur là pour toi, c'est que c'est pas bon pour toi. Et si c'est dur, tu t'accroches et tu vois où ça t'emmène, hein, déjà à la base. Donc on retrouve beaucoup d'échecs dans le monde des patients à cause de ça. Parce que les gens, en fait, pensent que c'est un choix conscient qui conditionne leur réussite, alors qu'en fait, c'est tout un ensemble inconscient qui va s'en mêler et qui te demande d'avoir une expérience particulière, tu vois, et d'essayer d'emmener à terme une certaine expérience, d'essayer d'équilibrer une expérience. Alors si évidemment, à chaque fois que tu butes sur quelque chose, tu dis je le dégage ou je lâche l'affaire, pense bien que tu as pris la porte de sortie la plus rapide, surtout pour pas faire grand chose, à rien bouger dans ton système inconscient, pas faire des expériences réellement intéressantes pour toi, parce que dès qu'il y a un petit souci, tu t'enfuis, tu vois. Ça mène à pas grand chose pour moi, c'est pas du tout une solution. Donc il y a beaucoup de phrases toutes faites, hein, dans le domaine de l'énergétique. Oui, justement par rapport aux phrases toutes faites qui ont construit ces thérapies New Age, et ce sont des codes qui sont tellement faciles d'accès et qui charment beaucoup de personnes à vouloir devenir des thérapeutes. Ouais, ça, il y a plein de questions dans cette question. Il y a la notion de New Age, il y a la notion de phrases toutes faites, donc la Bible de certaines thérapies, c'est vrai, elles sont conditionnées par des choses à la rhétorique très facile. Bon, quoi dire de ça? Si tu es attiré par ce genre de thérapie où tu n'as pas besoin de travailler ni de connaître l'humain en dehors de le cadrer dans des codes à phrases toutes faites, si c'est dur pour toi, c'est que c'est pas bon pour toi, si c'est pas fluide, c'est que t'es pas dans les petits papiers de Dieu, toutes ces bêtises-là, quoi. Évidemment, si c'est ton niveau, reste dans ton niveau, hein, mais c'est un niveau thérapeutique très, très enfantin pour moi, quoi. Donc en fin de compte, le profil du discours dans la thérapie te donne tout de suite le niveau. Voilà. Ensuite, il y a des thérapies énergétiques assez complexes qui mélangent de l'émotionnel, qui sont très très bonne qualité. Tu vas trouver des praticiens, eux, qui sont de très mauvaise qualité dans les pratiques. Hein. La plupart du temps, ce ne sont pas les disciplines qui sont en panne d'apporter des solutions, ce sont les thérapeutes, ceux qui n'ont pas bien compris, soit qui sont vraiment pas du tout à la hauteur de ce qu'ils font. Et quant à l'aspiration pour être thérapeute, évidemment, il découle souvent d'un mal-être de ta propre vie. En tout cas, tu n'as pas le même profil quand tu commences à un certain moment de ta vie, à un certain âge. Évidemment, tu comprends tout seul que ce sont
des profils qui ont des besoins différents en fin de compte. Mais aucun de ces profils ne va se dédouaner de l'expérience de toute façon, de rebrasser toutes ces notions, de devoir progresser, peut-être d'envisager encore autre chose, parce que je pense que tu ne peux pas rester coincé dans un concept, surtout s'il est méga basique comme ça, et le propager. Mais comme j'aime dire, c'est le Coca-Cola, ça envahit la planète, c'est pas bon pour la santé. Donc il y a plein de thérapies qui sont super célèbres, qui envahissent la planète, et elles sont pas très bonnes pour la santé ni pour le psychisme. Donc être thérapeute, c'est un métier, c'est pas un état qui est synonyme d'équilibre psychologique. T'es thérapeute, t'as pas le passeport, je suis une super personne, je suis mieux que les autres. Faut arrêter avec ça. Dans la vie, il y a des gens super sympas, il y a des gens très cons aussi, il y a des trouillards, il y a des couards, il y a des gens qui n'arrêtent pas de raconter n'importe quoi, des ragots, il y a des cons, il y a des traîtres, il y a des fouteurs de merde. Il y a les mêmes chez les thérapeutes, je veux dire, c'est pas du tout un passeport. Aujourd'hui, la thérapie, surtout énergétique, elle est vendue comme le passeport d'être une bonne personne. Il suffit de regarder la vie de la personne elle-même, c'est mort, il faut autant de conneries que les autres. Donc pour moi, le problème, c'est de croire en tout ça. C'est pas le patient, c'est plutôt le thérapeute qui est quand même vecteur de faire semblant qu'il est hors norme, et qui fait croire au patient, justement, parce qu'il a des passeports de thérapeute, que lui, il a la solution, et que le patient, lui, c'est une seule personne qui va devoir avoir le même cheminement intérieur que le pseudothérapeute qui a son super passeport, quoi. Donc je pense que le gros problème en thérapie, c'est plus celui-là. C'est le passeport et l'image que tu veux te donner qui est complètement décalé avec la réalité humaine, en fin de compte. Merci à toi, Gilles, pour cet éclairage très intéressant par rapport au monde de la thérapie. Et si tu peux finir par une conclusion. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Le mot de la fin. En résumé, tout simplement qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça. Le gros problème que je vois, c'est surtout la convergence de cette espèce de magma d'informations qui vient de partout en même temps et qui peut avoir aucun rapport avec le sujet traité et qui converge sur un individu et qui le déstabilise encore plus, quoi. C'est le magma d'informations qui n'est pas souvent approprié en fin de compte, qui n'est pas trié, qui n'est pas propre. Parce qu'il y a tellement de choses à considérer sur des niveaux différents. Et si tu te mélanges les pinceaux là-dedans, je pense que tu n'apportes pas une grande stabilité aux gens. Donc voilà, ça c'est le mot de la fin. Super, merci Gilles. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.